Le voyage. Pendant toute la nuit, nous fûmes fort occupés à arrimer chaque chose à sa place. En outre, de nombreux amis du châtelain, entre autres M. Blandy, vinrent en canot lui souhaiter bon voyage et bon retour. Jamais je n'avais eu tant de travail à l'amiral Benbow, et j'étais épuisé lorsque, un peu avant l'aube, le maître d'équipage siffla les hommes qui se placèrent au bar du cabestan. Même si j'avais été 2 fois plus fatigué, je n'aurais pas quitté le pont, car tout pour moi était trop neuf, trop passionnant, les ordres brefs, les coups de sifflet stridents, les hommes qui se hâtaient de rejoindre leur poste à la lueur douteuse des fanaux. Malgré mon état d'exaltation, je me trouvai ramené à l'amiral Benbow en 1 seconde, et il me sembla entendre la voix aiguë du capitaine au milieu du chœur. Mais bientôt l'ancre fut presque hissée. Bientôt elle fut suspendue toute ruisselante à l'avant de la goélette. Bientôt les voiles se gonflèrent, et la terre et les bateaux défilèrent des 2 côtés. Avant que j'aie pu m'étendre pour prendre 1 heure de sommeil, l'Hispaniola avait commencé à voguer vers l'île au trésor. Je ne relaterai pas en détail ce voyage qui s'effectua dans de bonnes conditions. Le bateau se révéla un fin voilier, tous les matelots étaient fort capables et le capitaine connaissait à fond son métier. Mais, avant notre arrivée en vue de l'île au trésor, il se produisit 2 ou 3 incidents que le lecteur doit connaître. Tout d'abord, M. Harrow se montra bien pire que le capitaine ne l'avait redouté. Il n'avait aucune autorité sur les hommes qui faisaient de lui ce qu'il voulait. Mais ce n'était pas le plus grave, car au bout d'1 jour ou 2, il apparut sur le pont en état d'ébriété, manifestant son ivresse par plusieurs symptômes caractéristiques. Yeux vagues, joues rouges, paroles embarrassées. Il fut mis aux arrêts à plusieurs reprises. Parfois il tombait et se blessait, parfois il restait couché toute la journée dans son hamac, parfois il était presque sobre et remplissait passablement ses fonctions. Personne ne parvint à découvrir d'où il tirait l'alcool qu'il buvait. C'était l'énigme du bord. Nous avions beau le surveiller de près, nous ne pûmes jamais résoudre le mystère. Quand on lui posait franchement la question, il se contentait de rire, s'il était ivre, et s'il ne l'était pas, il jurait solennellement qu'il ne buvait que de l'eau. Non seulement il n'était bon à rien comme officier et exerçait une mauvaise influence sur les hommes, mais encore il semblait évident qu'à ce train, il ne pouvait manquer de se tuer. C'est pourquoi personne ne fut très surpris ni très affecté lorsqu'au sein d'une nuit noire, par une mer debout, il disparut à jamais. « Enlevé par une lame, déclara le capitaine. Eh bien, messieurs, cela nous évitera la peine de le mettre au fer. » Cependant, nous étions privés de second et il fallait naturellement donner de l'avancement à l'un des matelots. Le plus qualifié était Job Anderson, le maître d'équipage qui, désormais, tout en gardant son titre primitif, remplit plus ou moins les fonctions de second. M. Trelawney ayant beaucoup navigué, ses connaissances le rendirent très utile, car il lui arriva souvent de prendre un quart en personne, par temps calme. Quant au patron du canot, Israel Hans, c'était un vieux marin plein d'expérience, prudent et rusé, auquel on pouvait confier n'importe quoi en cas de besoin. Il était l'ami intime de Long John, et voilà pourquoi, après avoir mentionné son nom, j'en viens à parler de notre maître coq, Tournebroche, comme l'appelaient ses camarades. Tout l'équipage le respectait, et même lui obéissait. Il avait une manière à lui de parler aux hommes, de rendre à chacun d'eux un service personnel. Il manifestait à mon égard une bienveillance inlassable et semblait toujours heureux de me recevoir dans sa cuisine qu'il tenait toujours aussi propre qu'un sous-neuf, avec ses plats bien fourbis, accrochés au mur, et son perroquet en cage dans un coin. « Entre, Hawkins, me disait-il, entre et viens tailler une bavette avec le vieux John, ça me fait rudement plaisir de te voir, mon fils. Assieds-toi et écoute les nouvelles. Il y a le capitaine Flint, c'est comme ça que j'appelle mon perroquet en souvenir du fameux boucanier. Il y a le capitaine Flint qui nous prédit un heureux voyage. Pas vrai, capitaine ?» Et l'oiseau se mettait à répéter « Pièce de 8, pièce de 8, pièce de 8 » avec tant de rapidité que je m'émerveillais qu'il n'en perdit pas le souffle jusqu'au moment où John lançait son mouchoir sur la cage. « Tu vois, Hawkins, poursuivait le maître coq, cet oiseau-là, peut-être bien qu'il a 200 ans. Il y en a qui vivent éternellement, pour ainsi dire, mais seul le diable a vu plus d'atrocités que celui-là.
Il a navigué avec le grand capitaine England, le pirate. Il a été à Madagascar, à Malabar, à Suriname, à Providence, à Portobello. Il a assisté au repêchage des galions naufragés. C'est là qu'il a appris à dire « pièce de 8 ». Et ça n'a rien d'étonnant. 350 000 qui en avaient, Hawkins. Il a assisté à l'abordage du vice-roi des Indes, au large de Goa. À le voir comme ça, on croirait que c'est un enfant. Mais tu as senti la poudre, pas vrai, capitaine? Attention, pas ravirer, criait l'oiseau. Ah ah, c'est un fameux marin pour ça, oui, déclarait le cuisinier. Là-dessus, il tirait un morceau de sucre de sa poche pour le lui donner, et alors le perroquet becquetait les barreaux de sa cage en proférant des jurons abominables. Vois-tu, mon gars, ajoutait le cuisinier, on ne peut pas toucher de la poix sans se salir. Ce pauvre oiseau, qui est tout à fait innocent, jure comme un possédé sans savoir ce qu'il dit. Je t'en fiche mon billet. Il ferait pareil devant un pasteur. Sur ces mots, John portait sa main à son front d'un air grave qui me faisait penser que c'était le meilleur des hommes. Pendant ce temps, le châtelain et le capitaine Smollett étaient toujours en froid. M. Trelawney ne se gênait pas et méprisait ouvertement le capitaine. Ce dernier, de son côté, ne parlait jamais que si on lui adressait la parole. Il s'exprimait toujours d'un ton sec et coupant, sans un mot inutile. Mis au pied du mur, il reconnaissait qu'il semblait s'être trompé au sujet de l'équipage, que certains matelots se montraient aussi actifs qu'ils pouvaient le souhaiter, et que tous s'étaient plutôt bien conduits jusqu'ici. Quant au bateau, il le trouvait vraiment tout à fait à son goût. Il navigue en serrant le vent avec plus de docilité qu'un mari ne doit en attendre de sa propre femme, disait-il. Mais je continue à dire que ce voyage me déplaît et que nous ne sommes pas encore rentrés chez nous. Alors le châtelain lui tournait le dos et arpentait le pont, le menton levé. « Si j'entendais cet homme prononcer encore un mot, j'éclaterais, affirmait-il. Après avoir franchi la zone des alizés pour trouver le vent qui nous mènerait vers notre île, je ne suis pas autorisé à être plus précis, nous filions maintenant à belle allure dans sa direction, et un homme de vigie guettait nuit et jour. Même en comptant largement, nous étions au dernier jour de notre voyage. Pendant la nuit, ou au plus tard le lendemain matin, nous serions en vue de l'île au trésor. Nous avions le cap sud-sud-ouest, une bonne brise par le travers, et une mer calme. L'Hispaniola roulait régulièrement et plongeait parfois dans les flots son beau près qui soulevait une gerbe d'embrun. Toutes les voiles portaient, les plus basses comme les plus hautes. Nous étions tous pleins d'entrain, car nous arrivions au terme de la première partie de notre aventure. Or, juste après le coucher du soleil, alors que mon travail terminé, je me dirigeais vers ma couchette, il me prit fantaisie de manger une pomme. Je montais en courant sur le pont. Les matelots de quart étaient tous à l'avant, guettant l'apparition de l'île. L'homme à la barre observait les ralingues du côté du vent en sifflant doucement. On n'entendait aucun autre bruit, sauf le chuintement des flots contre les traves et les flancs du navire. Après être entré tout entier dans le tonneau, je m'aperçus qu'il n'y avait presque plus de pommes. Je m'assis tout au fond et là, sous l'effet de la rumeur de la mer et du bercement du navire, ou bien je m'étais endormi, ou bien j'allais céder au sommeil lorsqu'un homme s'affala bruyamment tout près de moi. Le tonneau fut ébranlé au moment où Lee appuya ses épaules. Je me préparais à me lever d'un bond quand l'homme se mit à parler. Je reconnus aussitôt la voix de Silver et dès que j'eus entendu une douzaine de mots, je perdis toute envie de me montrer. Je restai là, tremblant, l'oreille au guet, au paroxysme de la peur et de la curiosité, car ces 12 mots avaient suffi à me faire comprendre que la vie de tous les honnêtes gens du bord dépendait de moi seul.